Ces jeunes gens s'apprêtent à faire l'expérience d'un cyclone de catégorie 1. À l'intérieur d'un cyclone, la vitesse du vent dépasse 120 km à l'heure. Un cyclone de catégorie 5, le plus puissant, peut entraîner des vitesses de vent supérieures à 300 km à l'heure. S'ils subissaient de tels vents, ces gens seraient arrachés de leurs chaises et soulevés comme des fétus de paille. En Amérique, 70 millions de personnes vivent dans des zones à risque. Parmi eux, presque 7 millions de personnes vivent en Floride, l'État le plus menacé. Des prévisions météo correctes sont la meilleure défense contre les cyclones. Le centre du cyclone s'est maintenant déplacé sur le golfe du Mexique. Le cyclone se renforce en ce moment même et se dirige vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse d'environ 16 à 20 km/h. Nous prévoyons qu'il va se déplacer ensuite vers le nord-ouest aujourd'hui. Donc nous avons lancé une préalerte ce matin sur toute la côte du Texas et de la Louisiane. Plus tard dans la journée, nous allons lancer une alerte cyclonique. Tous les résidents de cette zone devront se tenir informés de la progression de ce cyclone extrêmement dangereux. Ici Bob Sheets, qui vous parle du Centre national des cyclones à Coral Gables en Floride. Pour obtenir une prévision d'une telle précision, il faut des météorologues expérimentés assistés par des ordinateurs. Pourtant, il y a encore peu d'années, notre connaissance des cyclones était encore très limitée. Avant les années 40, les informations sur les cyclones étaient transmises par des bateaux pris dans la tempête. Un grand progrès fut fait en 1943. Un avion de l'armée de l'air américaine réussit pour la première fois à traverser un cyclone. Les météorologues pouvaient dès lors analyser de nouvelles informations comme la température et les vitesses du vent. Et pour la première fois, ils pouvaient déterminer avec précision la position du centre du cyclone. Afin de réunir suffisamment de données, ces missions dangereuses duraient jusqu'à 14 heures. En anglais, un cyclone se dit hurricane, ouragan, du mot indien hurricane, qui veut dire gros vent. Ils se forment dans l'océan Atlantique et se dirigent vers la Floride et le golfe du Mexique. Leur trajectoire est en forme de spirale. Dans le Pacifique, le même phénomène s'appelle un typhon. Dans l'océan Indien et autour de l'Australie, c'est un cyclone tropical. Vu de la navette spatiale, un cyclone se présente sous la forme de nuages très denses, enroulés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Au centre, on peut distinguer l'œil du cyclone. Le Centre national des cyclones à Coral Gables, en Floride, surveille les ouragans sur une zone très vaste qui s'étend des Caraïbes jusqu'à Hawaï et couvre tout le territoire des États-Unis. Il est très important de savoir quand et où un cyclone va toucher la Terre. Il coûte davantage de vies humaines que n'importe quelle autre tempête. Un cyclone n'est pas seulement formé de pluie et de vent.
l'onde de tempête est très meurtrière. Elle est provoquée par la baisse du baromètre, combinée à des vents violents. Ces deux facteurs conjugués provoquent une remontée brutale du niveau de la mer jusqu'à 3 mètres. Un tel phénomène entraîne la formation de vagues monstrueuses qui peuvent atteindre 9 mètres de hauteur quand elles arrivent sur la côte. Cette onde de tempête est extrêmement dangereuse. C'est elle qui provoque les dégâts les plus importants. Elle est responsable de 90% des morts causées par les cyclones. En Asie, le nombre de personnes tuées par ces tempêtes atteint des proportions incroyables. En 1991, 150 000 personnes sont mortes au Bangladesh quand une onde de tempête de 7 mètres s'est abattue sur les îles côtières du pays. L'onde de tempête la plus impressionnante a été enregistrée dans la baie du Bengale en 1737. Haute de 12 mètres, elle a noyé 300 000 personnes. Aux États-Unis, les conséquences sont beaucoup moins meurtrières, car les zones côtières sont moins peuplées et les systèmes d'information et d'évacuation sont plus efficaces. Pourtant, les cyclones américains ne sont pas moins violents que leurs cousins d'Asie. En 1938, un cyclone s'est abattu sans avertissement sur la côte de la Nouvelle-Angleterre. Sa force était telle qu'elle a modifié le relief de la côte et tué 600 personnes. Le désastre naturel le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis date de 1900. Thomas Edison en a enregistré après coup les ravages avec la caméra qui venait d'être inventée. Tôt le matin du 8 septembre, la petite ville de Galveston au Texas fut frappée par un cyclone. Et à la nuit tombée, la moitié de la ville était sous l'eau. Un vent de plus de 180 km/h souleva une marée de tempête de plus d'1,50 m qui traversa la ville. 12 000 personnes furent tuées par cette catastrophe naturelle. Ce fut une dure leçon, mais aujourd'hui, Galveston est probablement la ville la mieux protégée contre les cyclones. Entre Galveston et la mer s'élève aujourd'hui une barrière de presque 18 km de long, 5 mètres de large à la base et 6 mètres de haut. Pour plus de précautions, toutes les maisons ont été construites sur pilotis, à 2 mètres au-dessus du sol. Quand Galveston fut frappé par le cyclone Elita en 1985, une tempête plus violente que l'ouragan de 1900, il n'y a pas eu de mort. Ces protections avaient démontré leur efficacité. Belize, le petit pays d'Amérique centrale, a décidé de prendre des mesures encore plus énergiques pour se protéger contre les cyclones et les dommages qu'ils causent. En octobre 1961, la capitale, Belize City, située sur la côte des Caraïbes, fut presque totalement détruite par une marée de tempête du cyclone Hattie qui atteignait près de 3 mètres. Après le passage de ce cyclone, la capitale fut déplacée et installée dans un site au milieu des terres, à Belmopan. Ici, à 80 km de la côte, la capitale était en sécurité. Bien que les cyclones soient les plus destructeurs de toutes les tempêtes, la plupart des gens pensent qu'un cyclone ne s'abattra jamais sur leur maison. C'est pour cela que les prévisions de cyclones sont si difficiles à gérer. Si les avis sont trop imprécis, le public ne les écoute pas. S'ils sont trop fréquents, le public ne les prend plus au sérieux. En conséquence, les météorologistes n'annoncent l'arrivée d'un ouragan que quand ils en sont absolument sûrs. Ignorer un avis d'alerte cyclonique
peut conduire à la tragédie. En 1967, un groupe de gens décida de faire face au cyclone Camille. 24 personnes organisèrent une fête pour le passage du cyclone. Plusieurs années de faible intensité cyclonique leur avaient donné un sentiment de sécurité. Quand Camille atteignit la Terre, il se révéla être le cyclone le plus violent de mémoire d'homme. Seul un membre du groupe survécut à la terrible vague déferlante qui s'abattit sur leur immeuble, un jeune garçon qui dut son salut au matelas sur lequel il avait flotté. La vie d'un cyclone commence très loin d'ici, en Afrique. Un cyclone se développe grâce à une très forte humidité. Cette humidité engendre de petits orages qui s'abattent sur la côte au large du Sénégal. Le plus souvent, ces tempêtes se dissipent et meurent. Mais quand l'océan se réchauffe entre juin et novembre, ces tempêtes se transforment en véritables monstres. Quand la chaleur de l'été réchauffe l'océan, la température de l'eau peut atteindre plus de 26 degrés. Les vents qui soufflent au-dessus de l'océan assurent le transfert de la chaleur vers les cellules orageuses. Ainsi, les zones les plus chaudes de l'océan sont à l'origine de la plupart des cyclones. Une colonne d'air chaud s'élève dans l'atmosphère et donne naissance à des nuages géants. Au fur et à mesure qu'elle grandit, la colonne absorbe l'air chaud et humide à la surface de la mer, comme le ferait un immense aspirateur. Cette colonne nuageuse continue à se développer. Les vents s'engouffrent à la base du nuage, le nuage s'épaissit et il pleut. Une tempête se prépare. L'air s'élève à une altitude qui peut dépasser 10 km au-dessus de la surface de l'eau. Quand la tempête se forme, elle est soumise aux effets dus à la rotation de la Terre. La Terre tourne, et donc la force de Coriolis fait tourner les vents comme une toupie. La tempête se déplace en tournoyant au-dessus de l'océan. Tandis que le monstre aspire de plus en plus de chaleur et d'humidité de la mer, il grossit et se nourrit comme un animal vorace. Plus la dépression est creuse, plus elle tourne vite. C'est un cercle vicieux. Les satellites observent les signes avant-coureurs d'un cyclone. Quand les vents soufflent à plus de 70 km/h, la tempête est officiellement classée comme tempête tropicale et on lui donne un nom. Si la vitesse des vents dépasse 120 km/h, la tempête devient un cyclone. Vus de l'orbite de la Terre, les nuages très denses réfléchissent la lumière du Soleil dans l'espace qui devient d'un blanc éblouissant. La puissance d'un ouragan ne se manifeste pas seulement par ses vents. Des pluies torrentielles l'accompagnent. L'air est aspiré violemment vers le haut, à plus de 10 km d'altitude. Une partie de cet air redescend vers le centre du cyclone, s'assèche et provoque la formation d'une zone de temps calme, l'œil du cyclone. C'est le phénomène le plus étrange d'un ouragan, une colonne d'air d'une largeur de 8 à 48 km, dans laquelle les éléments sont si calmes que l'on peut voir le ciel bleu au-dessus, et même parfois des oiseaux qui volent au milieu. Le Centre national des cyclones n'a pas seulement pour tâche de prévoir la trajectoire d'un ouragan, mais aussi de mesurer l'intensité de ces tempêtes géantes. Ces informations permettent d'estimer la force destructrice d'un ouragan quand il atteindra la Terre. Il est très difficile de prévoir la trajectoire que suivra un cyclone. Le flux semble très bien établi au nord et à l'ouest de l'ouragan. C'est exact. Nous commençons à avoir un très bon flux sortant en direction du sud-ouest. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur les ouragans. Ce sont des systèmes très complexes et leur comportement est imprévisible. Les informations fournies par les ordinateurs et par les satellites permettent de mieux les comprendre. Nous commençons à avoir un très bon flux vers le nord ainsi que vers l'ouest. Exactement. Le diamètre de l'œil est d'environ 38 km. Un cyclone peut naître de ces nuages qui paraissent inoffensifs au-dessus de la côte ouest de l'Afrique. Les vents qui traversent l'Atlantique sont surveillés en permanence par un satellite.
Nos dernières estimations d'un cyclone tropical sont fondées sur des informations satellites. Nous avons un cyclone classé 5.5, ce qui signifie que les vents dépassent 180 km/h. Il semble donc, selon les images transmises par satellite, qu'il se soit intensifié au cours des 3 dernières heures. Une fois que l'arrivée d'un ouragan a été confirmée, les scientifiques se servent des modèles générés par ordinateur pour prévoir sa trajectoire et son intensité. Très symétrique autour de l'œil, il devient de plus en plus net et il se déplace lentement vers le nord-ouest. Donc nous émettrons des alertes cycloniques plus tard dans la journée. Absolument. Le modèle traditionnel utilise des méthodes statistiques. Elles permettent de faire des prévisions en analysant le comportement des tempêtes déjà observées. C'est un flux parfait avec un anticyclone dans les tropiques. Les tropiques à l'ouest de chez nous. Les modèles prévoient une trajectoire plutôt bonne. Nous devrons donc examiner des modèles dynamiques que les spécialistes des ouragans nous fournissent. Les ordinateurs peuvent combiner toutes les informations, la température, la pression et l'humidité, dans un modèle dynamique qui permet aux météorologues de prévoir le comportement d'un ouragan. Ce type de prévision est aujourd'hui le plus exact et l'utilisation d'ordinateurs de plus en plus puissants va encore permettre de les affiner. Il y a 20 ans, on ne pouvait prévoir le chemin d'un cyclone qu'à 500 km près. Aujourd'hui, cette marge d'erreur est au maximum de 150 km. Tous les gens qui habitent dans les zones menacées par un cyclone doivent s'en éloigner. L'énergie d'un ouragan de catégorie 5 est 1000 fois supérieure à l'énergie qui est consommée en France au cours d'une année. Alors que vous pensez avoir subi le pire de la tempête, les vents tombent subitement. C'est le passage de l'œil du cyclone. Le ciel bleu est entouré d'une masse de nuages sombres. Mais ce n'est qu'un bref répit. Le cyclone n'a épuisé que la moitié de sa force. Les gens croient souvent que l'œil du cyclone indique la fin de la tempête. Tragique erreur. Après le passage de l'œil, le sens des vents s'inverse brusquement. Ils se renforcent à nouveau et ces vents forts ravagent tout sur leur passage. Les protections contre la mer sont détruites quand le cyclone atteint la côte. Si les conditions sont réunies, un cyclone peut atteindre un diamètre de 1500 mètres et se déplacer à 80 km/h. Inévitablement, le cyclone va s'affaiblir. En traversant les terres ou en rencontrant de l'eau froide, il va perdre son énergie et lentement mourir. Derrière lui, il ne laisse que ravages et destruction. Heureusement, aujourd'hui, le passage d'un cyclone n'est plus toujours une catastrophe. Grâce aux prévisions, le nombre de morts a considérablement diminué. Quand le cyclone Andrew a dévasté le sud de la Floride en 1992,
Plus d'1,5 million de personnes avaient déjà pu être évacuées avant son passage, et on ne déplora que 13 morts. Pourtant, tout danger ne semble pas écarté. Au cours des dernières années, on a vu une augmentation du nombre de cyclones d'une grande force. Andrew a causé plus de 100 milliards de francs de dommages. C'est le désastre naturel le plus coûteux de l'histoire du monde. Quand les secours sont arrivés, il avait atteint une force 5 sur l'échelle d'intensité des cyclones. Le cyclone Gilbert, qui en 1988 a dévasté la plus grande partie des Caraïbes et de la péninsule du Yucatan, était aussi un ouragan de force 5. Il a fait 200 victimes et 800 000 sans-abri. Statistiquement, il y a un cyclone de force 5 tous les 100 ans. Du point de vue des compagnies d'assurance, 2 en à peine 4 ans signifie une augmentation inquiétante. Les scientifiques sont effectivement inquiets. Le réchauffement global de la planète contribue-t-il au réchauffement des océans, entraînant de plus en plus fréquemment la formation de violents ouragans, ou n'est-ce qu'une coïncidence? Quelle que soit la réponse, il est rassurant de savoir que les scientifiques qui luttent contre ces machines meurtrières arrivent aujourd'hui à prévoir avec une précision de plus en plus grande leur formation et leur trajectoire. Une fois que la surface de l'océan a atteint la température critique de 26 degrés, le cyclone, la plus redoutable des tempêtes, peut alors commencer son voyage de destruction et de dévastation.